Alors, nous allons arriver à des rapports d'urbanisme présentés par Vincent Danval, et le premier porte sur l'enquête publique de la digue des Carriers. Sur le projet de restructuration de la digue des Carriers porté par le SMAVD. Ce projet a été présenté le 28 avril 2022. Donc une demande d'autorisation environnementale relevant de l'article L 181.1 du Code de l'environnement donnant lieu de dérogation. Monte-le un peu. On va y arriver. Mais tu l'as trop baissé. Oui. Voilà. Une demande d'autorisation environnementale relevant de l'article L 181.1 du Code de l'environnement donnant lieu de dérogation SPS et habitat protégé a été déposée le 3 février 2021 auprès de la préfecture de Montjoly. Le projet a pour but principal d'éviter la capture d'un plan d'eau situé à proximité immédiate du vif de la Durance et d'éviter l'abaissement du lit et ses conséquences. Les travaux de redodage et de recul des équipes permettent d'élargir à terme l'espace de mobilité de la rivière et désentropiser le lit du cours d'eau. Par arrêté en date du 18 mai 2022, M. le préfet de Montjoly a ordonné l'ouverture de l'enquête publique du 20 juin au 22 juillet 2022. Donc un commissaire enquêteur a été désigné, il a siégé déjà sur la mort le 20 juin, le 22 juin et le 6 juillet, et il siégera le 13 juillet et le 22 juillet 2022. Le dossier et le registre d'enquête sont disponibles à l'accueil de la mairie et aussi consultables sur Internet. Après l'avis de la commission journaliste le 22 juin 2022, il est proposé ainsi aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de restructuration de la digue des Carriers porté par le SMAVD sur la commune de la Nord. Oui, au dos, vous avez le plan, mais bon, pour le public, c'est difficile à imaginer. Donc vous voyez bien les épis qui sont rabattus, les morceaux verts qui sont rabattus pour ceux qui ont les plans. Et voilà les travaux qui seront faits. Juste, est-ce qu'il y a des questions sur cet avis à émettre? Donc, Éric Boucher et puis Monsieur Platon. Juste une question. Comme le projet aura un impact sur l'hydraulique et que j'ai vu qu'il y avait une décision qui concernait le projet Grande Terre en amont, ça peut avoir une influence positive sur les enjeux inondations de ce secteur, puisqu'il y a un effet amont à vérifier sur les cartes. J'ai regardé un peu en diagonale. Je ne sais pas si tu as eu le temps de vérifier ça, mais ça peut être intéressant à prendre en compte par rapport à l'étude urbaine là. Tout à fait. Oui. Alors moi, je me demande comment on peut voter cette délibération, parce que bon, j'ai un peu regardé le dossier et franchement, j'ai du mal. Le dossier, il y a des centaines, enfin peut-être des milliers de pages. Comment même en ayant jeté un coup d'œil au dossier, et je pense que tout le monde ici ne l'a pas fait, peut-on sérieusement donner un avis pertinent? Moi, personnellement, j'en suis pas capable. Je ne suis pas encore allé sur le site, mais on organise avec la Parole aux citoyens une visite vendredi à 8h30 du site pour se rendre compte de ce que... Donc, si vous voulez venir... c'est open. Hein. Rendez-vous au bout de la vieille route de Sénas, au moment où on traverse sous le pont du TGV. Voilà. Et je m'interroge sur la demande du préfet que la commune se positionne sur un dossier pareil. On en est, enfin moi j'en suis incapable. Je ferai des remarques sur l'enquête publique, mais je ne donnerai pas un avis ni favorable ni défavorable. Je poserai des questions, je m'interrogerai sur certains points. Je m'interroge en particulier à titre de contribuable sur le fait que ce soit le SMAVD, enfin l'État,
le contribuable qui paye ces travaux alors que le trou il a été creusé par Lafarge et que c'est Lafarge qui pose problème. Je m'interroge sur le fait que ce trou-là est protégé. Platon, je ne vais pas vous laisser aborder ce dossier de cette façon. Vous avez, et j'ai vu, parce que l'enquête publique est en mairie, et il y a tout le dossier, il y a un carton complet avec le cahier. Vous avez fait vos remarques de la parole aux citoyens. Alors, distinguez bien, si vous voulez, votre rôle de président de parole de citoyen et d'élus. Et là, clairement, si nous passons cette délibération numéro 7 pour cet avis d'enquête publique, c'est une demande réglementaire du préfet pour obtenir l'avis des communes concernées pour mener à bien l'instruction du dossier. Nous sommes, comme il a demandé l'avis à l'ARS, etc. Donc en fait, vous pouvez, en effet, en tant que citoyen, en tant que président, participer à cette enquête publique, et vous l'avez fait, et faire vos remarques. L'instruction prend en compte toutes ces remarques pour un avis après futur. En tout cas, c'est la réglementation par rapport à l'instruction du dossier. Voilà. Et je demande au conseil municipal de ne pas se laisser abuser par vos remarques. Non, mais voilà, parce que vous partez, non pas en tant qu'élu, et vous partez tout de suite sur une polémique de Lafarge, de lacs qu'ils ont creusés, etc. Non, la digue des Carriers, elle est, et c'est clairement précisé par le SMAVD qui fait un travail là-dessus, aussi bien environnemental, d'écologue, de structure pour des épis qui, en cas de crue, et on est toujours pareil, je le disais en introduction sur le risque et les nouveaux risques qui arrivent lorsque plusieurs éléments se conjuguent, donc le risque extrême d'une crue de la Durance qui absorbe les lacs et impact Sénas. Et bon, M. Bruchet disait que ça pouvait même travailler en amont par rapport à Grande Terre, donc c'est tout à fait pertinent dans les modélisations. Donc là, nous sommes, en tant qu'élus responsables, sur un avis favorable pour pouvoir poursuivre l'instruction du dossier avec l'enquête qui va se faire. Et il faut décorréler les deux choses. Je suis citoyen, je suis engagé en écologie, en environnement et tout. Je fais mes remarques ou mes questionnements là-dessus et je suis élu et je permets que l'instruction du dossier se fasse avec un avis du conseil municipal. Voilà, je tenais à repositionner nos fonctions pour être là-dessus. Oui, c'est assez hallucinant d'entendre des propos pareils. Je suis désolé, M. Platon a tout à fait le droit, en tant qu'élu, de prendre une position, de l'expliquer, et nous devons l'écouter et ne pas lui couper la parole. Je suis assez choqué de ce qui vient de se passer personnellement, parce que même si je pourrais ne pas être d'accord avec lui, en l'occurrence là je suis d'accord avec lui, nous avons tout à fait le droit de débattre et de nous exprimer. Le fait que ce n'est pas cette histoire, c'est une mise à jour de la nappe phréatique suite à l'exploitation d'une carrière. Donc ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de lac, c'est une chose qui contribue à réduire nos nappes phréatiques. Donc ça, j'ai tout à fait le droit de le dire, j'ai le droit de le penser, j'ai le droit de l'exprimer. Après, qu'on puisse diviser un citoyen, un élu, non, justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les élus sont de plus en plus coupés des citoyens, c'est parce que justement, on veut faire la division entre eux et les citoyens. Ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ma vision de la politique. Et donc, merci de m'avoir laissé m'exprimer sur ce point. Nous ne partageons pas les mêmes vues, mais ce n'est pas grave, c'est la diversité, c'est la démocratie. Je vous remercie. Moi, je suis un peu perdu dans cette affaire-là. Il est allumé le micro, oui. Parce que si on lit et si on écoute la réponse qui a été faite, on n'a pas la même chose. On se prononce pourquoi? Pour le fait qu'on est d'accord sur le fait qu'il y ait une enquête, ou on se prononce déjà, et je vois la conclusion, un avis favorable sur le projet de restructuration de la digue des carrières porté par la SMVD. Et
l'enquête, elle finira. Il y a eu aujourd'hui le commissaire qui est là, le 13 juillet, le 22 juillet, et les conclusions sont pas faites. On va, nous, déjà être d'accord sur quelque chose qui n'est pas fini d'enquêter. Mais c'est pas possible. On nous pose la question sur un truc. Même l'enquêteur, il n'a pas fini son enquête. Mais en fait, Monsieur Sambin, non, c'est pas à nous de faire les conclusions de l'enquête publique, c'est au commissaire enquêteur. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut décorréler ce qu'on dit. Alors, peut-être que tous les élus qui sont là ne sont pas allés sur le dossier de l'enquête publique, ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de documents, et notamment il y a eu une réunion en avril où je sais que mes élus y sont allés, où le SMAVD a pu expliquer toutes les raisons de cette digue des Carriers et tous ces objectifs qu'elle poursuit. Il y a un compte-rendu très intéressant de cette réunion du 23 avril. Il y a des analyses, il y a des explications. En fait, l'enquête publique, elle est là pour tout le monde et le commissaire enquêteur rendra son rapport et ensuite le présentera au préfet. Dans la procédure parallèle, il y a plusieurs communes qui ont cette enquête publique. Toutes les communes, que ce soit Mérindol, enfin, j'ai pas vu toute la liste, mais c'est assez nombreux. Vincent, tu les connais? Sénas, Cheval Blanc, voilà. Et voilà. Elles ont cette délibération à passer par rapport à une procédure classique d'instruction après de déclaration d'enquête publique sur cette digue des Carriers. Comme l'ARS là, etc. Moi, j'ai vu des remarques en disant comment l'ARS peut se porter sur un avis favorable là-dessus. Ça, c'est inscrit dans l'enquête publique et les gens posent des questions. Voilà. Nous devons délibérer pour un avis de démarrer une enquête publique pour la digue des Carriers et un avis que je vous demande favorable pour ce projet de restructuration. Bon. Ouais. L'objet premier sur le projet de restructuration. Voilà. Un avis favorable sur le projet de restructuration. Voilà. C'est les communes qui délibèrent pour démarrer après. Et après, je le redis, je le répète, le commissaire enquêteur donne son rapport et ensuite, voilà, on a... Éric, oui. Pour un peu dédramatiser le débat, ce sujet-là sur le problème de faire retrouver à la Durance son espace de liberté pour limiter les inondations, le syndicat il travaille dessus depuis 30 ans. Donc ce type de projet, ça fait 30 ans que le syndicat travaille sur les digues, sur les épis aussi, qui avaient été aménagés là après que les carrières soient interdites dans la Durance. Et il est tout à fait légal que les carrières exploitent dans le lit de la Durance sur les terrasses et qu'il y ait des exploitations en nappe. C'est tout à fait légal, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe depuis des années. C'est très surveillé. Et là, l'objectif, c'est effectivement cette digue, c'est comme tu disais Hélène, c'est pour éviter après des phénomènes de capture, c'est-à-dire que la Durance pénètre les terres agricoles via les exploitations de carrières. Donc c'est tout à fait important de renforcer et de gérer ces épis. Ça se fait tout le long de la Durance entre Avignon et Serponçon. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Malmort est concerné comme d'autres secteurs. Et dans les années 90, sur les secteurs de Vinon, on pouvait voir les dégâts où effectivement toutes les carrières qui étaient dans le lit à proximité, qui étaient mal protégées, avec tout était capté, avec les conséquences en termes d'érosion de terres agricoles, de biodiversité catastrophiques. Donc là, sur le principe, j'ai vu le dossier. Il faut prendre la peine de le regarder. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, genre de dossier, j'aime bien, moi. Mais par contre, il y a le résumé non technique. Il donne une bonne idée, une bonne synthèse du travail et de l'intérêt de travaux. C'est vraiment pour la Durance primordial. Voilà. D'ailleurs, la phrase clé, c'est ça.
le projet a pour but principal d'éviter la capture. Pas de souci. Juste, il eût été bien que vous veniez à Dimanche Endurance, un Dimanche Endurance, parce que tout était très bien expliqué et il y avait tous les membres du SMAVD extrêmement compétents qui donnaient l'explication de tout ce qui se faisait sur l'île de la Durance pour refaire les tresses, etc., etc. Donc c'était vraiment une manifestation très intéressante. Merci Françoise. En effet, dimanche sur l'épi de la Roque, un dimanche endurance, c'était une manifestation assez extraordinaire avec tous les agents du SMAVD engagés bénévolement dans cette journée. Bon, dernière question, Monsieur Platon, et après on passe au vote. Oui, oui, j'ai été coupé tout à l'heure, alors je finis. Je m'interroge, alors je suis tout à fait d'accord avec l'intérêt de ces travaux pour préserver la Durance et lui permettre de retrouver son lit en tresse et d'éviter la capture par ce bassin qui a été créé il y a quelques années. Par contre, donc ce que je disais, c'est qu'il y a ce bassin est, et puis la Farge est en train de creuser à l'ouest. Et curieusement, la préservation de ces trous qu'on est en train de creuser, elle n'est pas prise en compte par ces travaux. Quand on analyse le dossier, on ne parle que de la préservation du trou qui existe maintenant depuis 2012. Et pas de ceux qu'on est en train de construire en ce moment, de creuser en ce moment. Et donc la capture de la Durance, et si on va voir si on va voir la digue au bout, eh ben on s'aperçoit qu'elle est peut-être plus fragile que là où on travaille. Donc moi, je ne nie pas l'intérêt de ces travaux. Je m'inquiète par contre qu'ils ne soient pas prolongés un peu plus loin. À un moment donné, il faut faire confiance aux compétences des ingénieurs et du SMAVD qui travaillent, et comme le disait Eric, dessus depuis 30 ans. Et si la digue des Carriers est ainsi placée là, c'est sûrement qu'ils ont pensé à toutes les modélisations là-dessus. Le travail sur les lacs un peu plus à l'ouest, ils le connaissent aussi, puisque c'est la prolongation de la Farge sur les 17 ans à venir de continuer à son exploitation. Et voilà. Donc, à un moment donné, mettez vos observations sur l'enquête publique, Monsieur Platon. Et puis, comme ça, vous aurez toutes les réponses derrière, puisque le commissaire enquêteur, il va chercher les réponses et il fait son rapport. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, alors, Faro, Ravazza, Sambin et Platon. Très bien. Attends, pardon. Je dois couper le mien. Là, très rapidement, en fait, c'est un tronçon effectivement qui nécessite une protection. Il faut faire le parallèle avec la digue des Prises. La digue des Prises, les travaux, c'était juste sur un tronçon particulier par rapport à l'hydraulique de la Durance. On n'est allé ni en amont ni en aval, c'était vraiment très localisé. Là, c'est le même principe. Le secteur a bien été défini, c'est la raison pour laquelle on n'est ni en amont ni en aval. Voilà, c'est tout. On peut faire le parallèle avec la digue des Prises. Oui, mais les carrières sont beaucoup plus éloignées, donc t'inquiète pas, ils regardent ça entre Serponçon et Avignon. Et en plus, la digue des Prises, la route, si on se rappelle, en 94, elle est partie à cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils ont créé la digue des Prises. Et ailleurs, elle n'était pas partie.
Et puis je rajouterais que pour arriver à la digue des Prises, il y avait 8 ans de travail et que là, sur la digue des Carriers, on se met un petit peu plus rapidement en chantier. Et donc, c'est toujours... voilà, moi, je louerais plutôt vraiment le travail du SMAVD que des questionnements là-dessus. Allez. Merci. Merci de le dire. Par contre, je m'interroge sur la limitation de ces travaux. Allez, et en plus, le travail des pistes cyclables sur la digue des Carriers aussi. Donc, le numéro 8, avec Sylvain Castagnier, sur une servitude. Le rapport numéro 8, son objet, c'est la constitution d'une servitude définitive de passage en tréfonds à titre gratuit de 6 mètres carrés, nécessaire à la pose d'une conduite d'eau basse pression sur la parcelle cadastrée F266 appartenant à M. Jacques Durand, quartier Pierre-Audon. Pour rappel, la commune est concessionnaire du réseau d'irrigation et intervient pour tous les travaux relatifs à la gestion de ce réseau. On distingue sur la commune 2 réseaux d'irrigation distincts. D'une part à l'est et aux abords du centre-ville, les petits canaux qu'on appelle le gravitaire, alimentés à partir d'une prise d'eau sur le canal EDF et alimentés par Craponne. D'autre part à l'ouest, depuis la construction de la ligne TGV en 1999, la grande majorité des exploitations bénéficient d'un réseau d'irrigation basse pression via des bornes. Dans le cadre du maillage existant sur le réseau basse pression, il est apparu la nécessité d'installer une nouvelle borne quartier Pierre-Audon afin de desservir l'exploitation de M. et Mme Rodriguez située sur la parcelle F268. Toutefois, l'installation de cette nouvelle borne nécessite la constitution d'une servitude de tréfonds. En effet, la canalisation permettant d'alimenter cette borne traverse une partie de la parcelle F266 appartenant à M. Jacques Durand. C'est pourquoi la commune a entrepris des négociations auprès de M. Jacques Durand, propriétaire de la parcelle F266, en vue de constituer la servitude liée à l'installation de la borne et la présence d'une conduite d'eau brute dans sa propriété. À cet effet, M. Jacques Durand consent à la commune de Malemort une servitude définitive de passage en tréfonds. Celle-ci s'exercera de façon permanente sur une longueur de 10 mètres et une largeur de 60 cm à 1,10 m de profondeur, soit une superficie totale de 6 mètres carrés, quartier Pierre-Audon, afin de permettre à la commune de Malemort ainsi qu'à M. et Mme Rodriguez d'accéder à la bande de terrain grévée par la dite servitude. Ainsi, il est acté qu'une servitude de tréfonds sera conclue entre M. Jacques Durand et la commune de Malemort à titre gratuit sur la parcelle cadastrée F266, la commune prenant en charge les frais d'acte. Après avis de la commission d'urbanisme du 22 juin, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la constitution de cette servitude et de dire que les frais d'acte seront à la charge exclusive de la commune de Malemort. Juste une petite correction, la ligne TGV, c'est pas 99, c'est de 81 à 83 la construction de la ligne TGV. Je sais, c'est l'année où je suis entré à la SNCF. Il a été construit avant. De 82 de 81 à 82 à 83 la construction. Non. Le TGV. Mise en service 1981, 1983. Non. Je pense que... Non. Les TGV, les rames oranges, elles datent de 81 à 83. Excuse-moi, j'ai passé 30 ans à la SNCF, c'est quand même un nouveau. Et... Non, mais TGV, c'est les rames oranges
Les premières rames oranges, elles étaient de 80, c'était le Paris-Marseille. Et le Paris-Marseille passait à la Manor. Il est toujours passé à la Manor. Les études publiques, c'était Méditerranée en juin 1991. Non, mais ça passait pas. J'ai vu, moi, les travaux, et 81, j'avais 2 ans. Bon, on vérifiera. Allez, on vérifiera tout ça. Non, c'est vrai que les rames oranges, c'était 80. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette servitude? Monsieur Sambin. Non, c'est bon. Voilà. Je veux juste comprendre, parce que moi je suis un peu bête. Hein. Si je résume cette affaire, il y a un propriétaire où il y a l'eau, un propriétaire où il n'y a pas l'eau, un propriétaire sympa qui donne la servitude gratuitement à un propriétaire qui n'a pas l'eau, et c'est la commune qui paye l'acheminement des 6 mètres de tirage de l'eau. Je me trompe ou c'est ça, en résumé? Donc, un propriétaire qui est sympa, un propriétaire qui a besoin de l'eau, ils se rendent service tous les deux, et c'est la commune qui paye l'arrivée. En fait, actuellement, on a une borne qui est un peu au carrefour de 3 propriétaires. Aujourd'hui, on sait bien gérer 2 propriétaires sur une borne, 3 propriétaires, c'est assez compliqué. Après, cette servitude est entre M. Jacques Durand et la commune de Malemort. C'est une servitude qui va permettre que Malemort reste maître et accès à cette tuyauterie qu'on va enterrer. Pour M. Rodriguez, si j'ai bien compris. Oui, mais M. Rodriguez va être le bénéficiaire de la nouvelle borne, mais il n'a rien à voir dans la servitude. Jusqu'à présent, tout notre réseau basse pression, on n'a pas de servitude de tréfonds. Quand à la fin des années 90, le réseau basse pression a été fait par la SNCF, essentiellement, ça a été fait comme ça sur les parcelles privées. Aujourd'hui, on crée une extension de 10 mètres. On a jugé utile et raisonnable de borner ça correctement en faisant cette servitude. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, non, mais c'est pas un profil comme ça, monsieur Sambin. Attention, il faut savoir que c'est un droit d'eau et que sur la commune, nous avons basse pression et gravitaire, et que tous les agriculteurs ont ce droit d'eau. Donc, et là, vraiment, merci Sylvain, parce que c'est une affaire qui est complexe. Enfin, il y a des choses qui se font correctement. Parce que, alors, c'est vrai que c'était une autre époque, et je ne peux pas dire que M. Comte ne l'a pas fait correctement, mais parce que c'était en fait le TGV. Mais nous avons actuellement des bornes sur des terrains privés, des bornes qui sont communales, sur lesquelles nous intervenons dans les réparations, où les agriculteurs payent des réparations avec ce droit d'eau. Et du coup, Sylvain travaille à cette régularisation, travaille à un nouveau règlement pour borner tout ça, parce que on est les héritiers. Eh bien, faisons les choses comme il faut, passons-le en délibération, faisons des servitudes de tréfonds. Pour le moment, nous avons une borne qui est inscrite correctement avec cette servitude de tréfonds qu'on va faire. Toutes les autres, il va falloir faire les servitudes de tréfonds, parce que dès qu'on a de la complexité sur cette gestion des bornes ou des problèmes d'eau, eh ben, on n'est pas dans les clous. Donc je peux vous dire que si on s'attelle à la régularisation de toutes les bornes, il faudrait qu'on fasse les assiettes de chaque borne communale ou des tréfonds comme ça de servitude. Ben, on a encore du boulot de régularisation. Mais on le fait au cas par cas, un petit peu comme quand on régularise sur les parcelles là, communales qui sont, on ne sait pas qui elles sont, est-ce qu'elles sont à la commune, est-ce qu'elles sont aux propriétaires, et puis on met des géomètres et tout. Ben oui, à un moment donné, les choses elles ont été faites comme ça, parce que ça se faisait comme ça. Et bien là, quand on fait quelque chose, on le fait bien pour que derrière nous, à l'avenir, eh bien, ils ne se retrouvent pas dans des situations aussi complexes qu'on peut se trouver aujourd'hui.
Voilà. Et merci Sylvain de travailler à ça et au règlement et à cette distribution de l'eau sur la commune qui n'est pas simple. D'ailleurs, je voulais que tu abordes le problème de restriction d'eau. Maintenant, ouais. La borne reste la propriété de la commune. Monsieur et Madame Rodriguez en sont les usagers. On vote pas la délibération. Oui, on vote d'abord le rapport. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient avec les éléments donnés? Ça va, Monsieur Samba? Donc, vote à l'unanimité. Et c'est vrai que je voulais profiter de cette délibération pour que Sylvain nous fasse un petit peu le point du travail qu'il fait avec les agriculteurs pour que tout se passe bien et que ce ne soit pas la guerre de l'eau. Vraiment, on a tout intérêt à anticiper et travailler comme tu le fais. Merci à toi. Rapidement, comme disait Madame le maire en introduction du conseil municipal, c'est une année particulière pour l'eau d'irrigation. Je parle vraiment d'eau d'irrigation. Donc, c'est l'œuvre générale de Craponne qui nous distribue l'eau d'irrigation. C'est des droits qu'on a depuis 400-500 ans sur la Durance. Cette année, avec la situation hydrologique, on a subi plusieurs restrictions d'eau, enfin limitations, pas restrictions. Aujourd'hui, on est à peu près à moins 27% de la dotation qu'on a les autres années. Donc, on a beaucoup limité notre consommation et les usages. Aujourd'hui, ça se passe relativement bien sur la commune. On a eu deux problèmes un peu chauds. Ça a été à la dernière restriction. Un problème justement sur le réseau de basse pression où les techniciens du service technique ont trouvé très vite une solution et dès le lendemain on a réussi à rééquilibrer tout notre réseau. Pour info, on a fait ça en limitant un peu le débit quartier La Tapie, mais les usagers en aval n'en subissent pas de conséquences. Et on a eu un problème sur le quartier de Grand-Jean qui a des droits d'eau différents du reste de la commune. C'est de l'eau qui nous arrive du moulin de la Roque, donc qui traverse toute la commune de la Roque et qui traverse Charleval. Et on s'est retrouvé avec Grand-Jean qui n'a pas vu d'eau, je crois, pendant 9 ou 10 jours. Et en fait, il y a une dizaine de jours, on a vu avec la Roque et Charleval, on a réussi à retrouver un jugement de 1900 qui dit qu'en cas de pénurie, la Roque et Charleval doivent laisser l'eau passer pour Grand-Jean au moins le vendredi. Le week-end dernier, non, il y a 10 jours, il était entendu qu'on ait l'eau le samedi-dimanche. C'est chose qui a été faite. Je me suis renseigné à Grand-Jean, ils ont eu de l'eau. Et cette semaine, on a eu notre dotation, alors qui est plus faible que les autres années, parce que les autres années, on avait aussi les rejets des autres communes. Mais on a de l'eau à Grand-Jean. Et en tout cas, s'il y en a pas, il faut le faire remonter ou le faire remonter aux techniciens. En parallèle, la semaine dernière, en commission arrosage, on a décidé de rajouter un jour d'interdiction d'arrosage en gravitaire avec le réseau basse pression. Ça va permettre de continuer à pouvoir assurer l'aspersion sur les cultures, les grandes cultures, tout ce qui est maïs, etc. Et normalement, ça devrait nous permettre de passer cette crise. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? A priori, on n'aura pas d'autres restrictions. En tout cas, l'œuvre de Craponne aujourd'hui en CED, ils disent que leur discours, leur position, c'est de dire qu'on est au débit mini, on ne peut pas avoir moins. Madame le maire a parlé en début de conseil de la réserve agricole de 200 millions de mètres cubes dans Serponçon. Il faut savoir qu'elle est déjà... On commence à taper dedans. On a réussi à avoir une première projection qui nous mènerait aux alentours du 25 août. Donc aujourd'hui, sans précipitation,
Malmort, on a des cultures arboricoles, maraîchères, donc il nous faudra de l'eau bien plus tard. Hein, puisqu'après, il faut envoyer les cultures d'hiver, les arbres, si on n'arrose pas, ils ne feront pas de fruits l'année prochaine. Donc, pour bien faire, il nous faut de l'eau jusqu'en octobre. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une situation assez inédite et il fallait travailler tous ensemble parce que si on rencontre un problème comme ça, s'il n'y a que le collectif et justement dans ce partage de l'eau qui peut être positif, c'est compliqué. C'est compliqué cette année pour les agriculteurs, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette eau des canaux, elle alimente aussi la nappe, et du coup, peut être aussi compliqué pour nous. Donc, pour le moment, on n'est pas allé chercher l'eau de secours de la commune. Il faut savoir que l'eau de secours, c'est sur Port-Royal. On n'est pas encore allé la chercher. Mais si l'eau des canaux diminue, on peut se retrouver dans la situation qu'on a d'habitude en avril, quand on a coupé les canaux et qu'on n'a pas assez de nappe qui baisse et donc pas assez d'eau, et on va chercher l'eau de secours. Donc là, nous, l'impact, comme je vous disais, le cycle de l'eau, c'est clair qu'on risque d'avoir un deuxième impact un petit peu plus tard, lorsque cette eau des canaux ne nourrira pas assez la nappe. Mais on s'adapte, on est tous autour de la table en tout cas, et SMAVD par le PVT a cette gestion de crise, heureusement. Il gère la crise avec nous et tous les partenaires autour de la table. Il y a le SMAVD, mais il y a aussi EDF, il y a les agriculteurs, il y a Banque du Monde qui travaille à ça. En tout cas, l'idée d'anticiper, c'était pour qu'on n'ait pas une injonction du préfet, hein, et que ce soit qu'on garde la main sur des décisions comme ça. Et ce sont des décisions avec le comité d'arrosage et des agriculteurs. Faut savoir qu'ils ont aussi mis en avant une application où les agriculteurs sont informés de la situation et des infos. Les agriculteurs ont leur adresse mail et ça fonctionne. Bon, après, jusqu'où? Et le 25 août est une date inquiétante, bien sûr. L'eau, autrement, elle est très chère. L'année où c'était arrivé, il y avait eu un accompagnement des collectivités et du département, etc. Là, ce n'est pas certain qu'on se retrouve dans les mêmes situations financières à ce propos. Et il y aura d'autres décisions sûrement encore à prendre. En tout cas, le SMAVD travaille déjà aux projections et aux modélisations pour ne pas en arriver là. C'est-à-dire que là, on est à moins 9 mètres au barrage de Serponçon et ils vont travailler avec des situations où il n'y a pas de neige, où il n'y a pas de pluie, qui n'est pas acceptable. Et dès janvier prochain, travailler de façon à ce que ça n'arrive pas, ça n'atteigne pas ce seuil et qu'on reste à 5 mètres le seuil acceptable. Donc il y a des solutions, ils les recherchent, ils y travaillent, ils nous les présenteront sûrement plus tard, mais il faut s'attendre, il le disait, alors que c'était assez exceptionnel ces sécheresses et plutôt tous les 30 ans, où là, avec le changement climatique, à des situations comme ça, plutôt tous les 10 ans maintenant, avec des phénomènes inverses, c'est-à-dire des précipitations, un petit peu comme on a vécu avec la Roya l'an dernier, très localisées sur des versants encaissés, avec glissement de terrain, etc. Voilà, c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais bon, en même temps, il faut s'y préparer et puis changer les comportements aussi d'utilisation de l'eau, des formes d'arrosage. Hein. Il va y avoir un travail avec les agriculteurs sur est-ce que l'arrosage par aspersion, l'arrosage autrement, l'inondation des prés, c'est peut-être plus d'actualité. Enfin, il y a vraiment tout un travail à faire pour changer les habitudes qui jusque-là
l'eau était complètement un bien dont on ne se posait pas la question non plus de son renouvellement. Et là, clairement, c'est une prise infinie. Est-ce qu'au niveau des agriculteurs, il y a une prise de conscience dans la réflexion des futures cultures, parce qu'on parle des prés, mais en fait, les nappes phréatiques, contrairement à ce qu'on peut penser, se réalimentent souvent l'été par les cultures, notamment des prairies. En gros, c'est ce qu'ils ont subi. Ils ont fait une restriction de 35% du canal. Il y a donc une perte de la nappe phréatique suite à un manque d'arrosage. Donc l'accro va faire 2 coupes de foin, pas 3 cette année, voire peut-être qu'une. J'ai entendu dire qu'il y avait des cultures de maïs qui sont gourmandes en eau. Donc ça a une incidence notamment dans la prise d'arrosage et l'évapotranspiration. Et je pense qu'il devrait y avoir une concertation des cultures globales de Mallemort pour voir un petit peu notamment quels systèmes on pourrait mettre en place pour faire de l'économie d'eau. C'est pas simple, mais il y a une réflexion déjà, c'est plus une lutte passive qu'on devrait mettre en place et surtout que ça sera assez récurrent dans les à venir. Ce que tu dis, par contre, Mallemort n'est pas indépendant sur son eau d'arrosage, on dépend de Craponne, et il faut plus réfléchir sur des régions. Aujourd'hui, la vallée de la Durance, tu as évoqué la plaine de la Croix de Arles. Effectivement, en CED la semaine dernière, la plaine d'Arles a obtenu de réavoir la pleine dotation. C'est des décisions politiques à haut niveau. Ils ont avancé qu'ils avaient une nappe phréatique dont dépendaient 300 000 habitants. Nous aussi, comme tu le dis, c'est les canaux qui alimentent notre nappe et la nappe est au plus bas en février dans la région. Donc cette réflexion sur les cultures à venir, etc., il faut la réfléchir d'un point de vue régional. On est la vallée de la Durance. Charleval, La Roque, Mérindol, Cheval Blanc, on a tous les mêmes cultures, un peu d'argot, du maréchal et de plus en plus de foins qui sont quand même des gros consommateurs d'eau. Mais voilà. Moi, je vais poser une question de néophytaire. Je veux comprendre. En hiver, quand il pleut, les routes sont inondées. La route entre Mallemort et Ségras, le village, ça descend comme ça. Il y a énormément de coulières. Tout à l'heure, on a parlé d'aménager le bord de la Durance pour protéger le lac fait par la Farge. Je me disais, pourquoi on ne crée pas des réserves d'eau avec ces eaux de pluie qui, de toute façon, sont perdues là? Derrière, il faut y penser là. On va avoir un problème récurrent chaque année. Derrière, on perd de notre domaine. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'eau disponible via Craponne. Il faut peut-être essayer de mieux l'utiliser dès le début de l'année, de ne pas consommer trop en début d'année pour arriver à maintenir la saison. Et après, les volumes. Il faut quand même imaginer que Mallemort, c'est à peu près 1300 litres seconde. Aujourd'hui, ce qui est prélevé entre l'Accro et la Durance et le Vaucluse, on parle de 75 mètres cubes seconde. C'est quand même des gros volumes. Donc il faut faire des gros lacs si on veut aller là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des réflexions et quand on dit partage de l'eau, enjeu de l'eau, c'est vraiment d'actualité. Et là, ça le révèle avec la crise. Donc les crises nous font avancer
Et je pense qu'il y a une vraie réflexion, mais c'est une révolution. C'est une révolution dans les pratiques, c'est une révolution par rapport à nos agriculteurs qui ont toujours eu l'eau qu'ils voulaient. Hein, il n'y a jamais eu de restriction. En tout cas, là, ça se travaille et ils vont travailler à toutes les pistes. Mais Sylvain a raison et c'est le SMAMD par là-dessus, dès janvier, réguler cela pour plus que ça arrive. Et puis aussi imposer aussi à EDF des contraintes qui jusque-là n'avaient pas. Hein. EDF, il faut savoir que EDF a turbiné tout cet hiver et a donc consommé de l'eau du lac de Serponçon pensant qu'il allait pleuvoir et que l'eau reviendrait. Or, en fait, il savait très bien qu'il n'avait pas neigé et que l'arrivée de l'eau dans le barrage, c'est essentiellement par la fonte des neiges. Donc là, voilà, en se mettant tous autour de la table, il y a des choses qui vont ressortir sur les restitutions d'eau, sur peut-être des... Mais bon, là, les lacs demanderaient beaucoup de grosses structures, mais à un moment donné, celui qui a inventé le barrage, il a été aussi innovant là-dessus. On ne le ferait plus maintenant. Hein. Autrefois, ils en parlaient. Il a été fait en très peu de temps. Maintenant, ce sont des choses qu'on ne ferait plus parce que c'est lac ou quoi. Ça amènera aussi le problème de pompage, le problème des changements de météo. Enfin, voilà. Bon, on pourrait mener le débat longtemps. Je pense qu'on va passer au vote du rapport 8. Mais je voulais vraiment que Sylvain aborde ça, parce que c'est... On l'a fait, on l'a voté ? Ouais, pardon. Ouais, juste, je voulais finir en disant, pour qu'on passe mieux cette crise sur la commune, le mieux c'est la communication, la discussion. Donc dans les quartiers, que les agriculteurs se parlent, c'est ce qui se fait. N'hésitez pas à remonter aux services techniques, aux deux gardes brigadiers, à chaque fois qu'il y a des problèmes. Et aujourd'hui, pour l'instant, on arrive à pas trop mal s'en sortir comme ça et on y arrivera comme ça. Hein. Juste après, il y a des tours d'eau, parce qu'il y a beaucoup de ruissellement, donc c'est de l'eau qui est gaspillée. Alors, il y a des tours d'eau qui sont dans le règlement des arrosages. Il y a des tours d'eau dans le règlement d'arrosage qui sont bien antérieurs à moi, hein, c'est assez vieux. Et deuxième truc que tu me disais, c'est... Non, c'est juste... Et aujourd'hui, par exemple, je fais le tour 3 fois par semaine des exutoires endurance. Cette année, on recracherait l'endurance. Et par exemple, le grand chemin royal, toute l'eau qu'on n'utilise pas, elle finit dans le béal du Moulin qui part sur Sénas. Depuis 3 semaines, il est à sec. Hein. Non, en ce moment, on bouffe tout ce qu'on a. Hein. Voilà. Merci. Si, merci Sylvain. Allez, on va un petit peu accélérer parce qu'on en est qu'au rapport numéro 9. Donc si on pouvait passer quelques rapports un peu plus rapides. Mais en tout cas, c'était important d'avoir ces éléments. Et comme l'a dit Sylvain, transmettez la bonne parole pour que tout se passe bien et qu'on n'ait pas la guerre de l'eau. Alors, rapport numéro 9 par Vincent. Donc c'est la signature d'une convention quadripartite prise en application de l'article R442-8 du Code de l'urbanisme prévoyant le transfert dans le domaine de la commune de la totalité des voies et des équipements communs du lotissement Le Potager de Marius, une fois les travaux achevés. Donc pour rappel, pour chaque nouveau lotissement, la commune se laisse la possibilité de récupérer la voie, les espaces et équipements communs à l'achèvement des travaux. L'objectif est d'anticiper donc le statut de la voie en lui permettant d'acquérir le statut de voie publique. Donc la société Vexus Promotion a déposé une demande de permis d'aménager le 30 mars 2022. La demande a pour objet la réalisation d'un lotissement composé de 3 lots à bâtir et d'une voie à espace commun. Sur une assiette foncière de 2640 m², cette demande de permis présente
la particularité suivante. La voirie ainsi que les réseaux se situent sur la parcelle cadastrée, donc E561 appartenant à la société Evexus Promotion, c'est-à-dire propriété de l'aménageur et représentant une surface de 2096 m². Vous avez les plans derrière, hein, si vous voulez suivre. Sur les parcelles cadastrées E552 et 557 appartenant à M. Arnoux Henry, situées hors périmètre du permis d'aménager et représentant une surface de 296 m². Sur la parcelle cadastrée E556 appartenant à M. Arnoux Henry et Mme Arnoux Lydie, située aussi hors périmètre du permis d'aménager et représentant une surface de 24 m². Donc la réalisation et l'aménagement de cette voie seront réalisés d'un seul tenant par l'aménageur dans sa totalité. La rétrocession à la commune de la voirie et des équipements communs du lotissement, donc le potager de Marius, revêt un intérêt général. Donc cette future voie doit permettre de desservir ces 3 lots à bâtir, mais aussi de relier l'ave du Joliot-Curie au lotissement de Fontenelle. Cette liaison a toujours été prévue au PLU et inscrite en emplacement réservé numéro 28. Donc pour ce faire, on est obligé de passer une convention quadripartite entre la commune, la société Evexus, M. Arnoux Henry et les consorts Arnoux, doit être signé tout ça. L'aménageur et les consorts ont sollicité donc, la commune en vue d'organiser les modalités de leur incorporation au domaine public. Donc, après avis de la commission urbaniste du 22 juin, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer au titre du code de l'urbanisme la convention avec la société Evexus Promotion, M. Arnoux Henry et les consorts Arnoux prévoyant le transfert à l'euro symbolique dans le domaine communal, d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Donc après, vous avez joint au rapport donc, les plans de situation et de localisation des terrains, l'emplacement réservé derrière et les parcelles, et le plan aussi d'aménagement de M. Galliécou avec la voirie. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Monsieur Platon. Oui, je vais voter favorablement à cette délibération parce que je trouve que désenclaver le lotissement de Fontenelle est une excellente chose et ça permettra de le faire. Toutefois, je vais faire une remarque sur ce lotissement. Donc 2640 mètres de surface en tout, dont 2096 pour 3 lots. Là, on est dans des pratiques des années 80 ou 90. Alors que le zéro artificialisation nette est désormais un objectif pour les communes et pour notre commune, cette densité, alors on est dans une densité que, suivant la surface qu'on prend, c'est 11 logements à l'hectare ou 14 logements à l'hectare. On est inférieur à ce que préconise le SCOT, on est très inférieur à ce que souhaite la DDTM. Et si on prend à Malmort l'exemple de l'OAP10, l'OAP10 c'est 1855 mètres carrés et on construit sur ces 1850 mètres carrés, donc plus petit que la surface là, 11 logements, dont 5 logements sociaux. Ça, c'est une bonne opération. Là, rester dans les pratiques des années 90 ne me paraît pas une bonne chose. Là, on vient de voir que la transition environnementale, qui est absolument nécessaire, impose des changements de pratiques et de nos habitudes, de nos façons de faire. Ça concerne aussi la densité de logements qu'on peut faire sur le foncier qui va devenir rare puisqu'il va falloir l'économiser et être en zéro artificialisation nette. Voilà, donc voilà, ma remarque, c'est que cette opération, bon, 3 logements sur 2100 ou 2600 mètres carrés, je trouve que c'est dommage, c'est pas dans la démarche actuelle qu'il faut avoir. Voilà. Bon, maintenant, bon, c'est comme ça. Comme vous dites, c'est comme ça et c'est en fait c'est dommage, c'est tout. Achat d'un terrain. C'est dommage parce qu'on ne l'a pas mis en OAP à l'époque. On aurait dû le mettre en OAP à l'époque et on ne l'a pas fait. Alors, combien il fait de mètres carrés?
Ouais, non, on a mis en OAP que les terrains de plus de 5000 m². Et du coup, celui-là, non. Encore fallait-il tous les repérer. Donc on est parti sur ces 5000 m², parce que on aurait, à l'époque en 2017, on ne pouvait pas penser que cet espace-là était constructible. On n'était pas sûr. On a déjà fait 10 OAP au niveau du PLU, ce qui était quand même un PLU assez exemplaire là-dessus pour prévoir l'avenir. On ne pouvait pas prévoir tous les 2500 m² disponibles sur la commune pour des OAP. Voilà. Et voilà, on négocie la voirie là pour désenclaver le lotissement. Et après, c'est un privé qui fait 3 lots. Voilà. La commune, avec son PLU, ne peut pas faire mieux que ça. Le SCOT oblige à faire des OAP pour 2500 m². Voilà. Et on a fait mieux à Malmort, puisqu'on a fait une OAP pour 1855 m². Donc, on peut faire aussi des OAP en dessous des 2500 m², ce n'est pas interdit. Bon. On peut passer au vote de ce rapport 9, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. On passe au rapport numéro 10, toujours présenté par Vincent Daval. Donc ce rapport est lié au précédent. Donc c'est la prise en charge par la commune d'une extension du réseau électrique dans le cadre du permis d'aménager précédent. Donc pour une puissance de raccordement demandée à 48 kVA, il est nécessaire de créer un logement BT de 100 sur le domaine public à partir du réseau BT ici pour se le recueillir. Le code de la c'est d'abord de 200 mètres d'extension du réseau électrique dans son domaine et fait la supportée par la commune. La commune a décidé de prendre en charge l'extension du réseau pour des raisons suivantes. Tout d'abord, la présente opération d'aménagement pour la réalisation de l'emplacement de la commune de la pluie a pour objet la liaison entre le lotissement fondé avec le géométrie, sans contrepartie financière de la commune au titre de la convention transfert. La prise en charge de l'extension du réseau électrique participe ainsi à l'intérêt général du projet. De plus, cette extension du réseau électrique bénéficiera d'un certificat d'environnement de la chaîne individuelle avec la côté sécurité et la protège. Donc, la contribution financière due à l'extension du réseau électrique s'élève à 1715,79 € TTC. La contribution est versée directement au méthode d'ouvrage à l'ENIS. Après la décision du collège du juin 2022, il est proposé au conseil municipal d'approuver la prise en charge de l'extension, d'autoriser madame la signer tout document qui est nécessaire à la réalisation de cette présente délibération que vous avez considérée. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 10? Monsieur Platon. Oui, alors sur ce rapport, je vais m'abstenir parce que finalement, je trouve que subventionner les promoteurs pour créer du logement supplémentaire alors que l'on voit arriver les pénuries d'eau, les problèmes fonciers, les problèmes agricoles, etc., l'étalement urbain qui se poursuit sur Malmort, je trouve que c'est plus une bonne politique de subventionner nos promoteurs. Et donc, pour ce rapport-là, moi, je m'abstiens. C'est pour alimenter l'extension. Enfin, j'arriverai à l'intérêt de ce bloc aussi, c'est la liaison entre les deux systèmes. Et la géométrie qui n'est pas nécessaire pour ça. Alors, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention, Monsieur Platon et Monsieur Samba. Donc, vote à la majorité.
Et on passe au rapport numéro 11, qui est aussi une prise en charge d'une extension du réseau. Donc, c'est encore une prise en charge d'une extension du réseau électrique, mais au plan foncier de la commune de Lannemort, la réalisation de 3 garages et un local de rangement au profit de la police municipale. Donc, là, il y a une puissance sur la grandeur de tout ce qu'il y avait là, une phasée, qui est nécessaire de créer un logement de 40 mètres sur le domaine public à partir du réseau électrique ici du poste de Joël Curie. La contribution financière pour l'extension de ce réseau électrique est de 3707 et les montants TTC. La contribution que je vais verser au ouvrage directement à 10. Après l'avis de la commission de la liste du 22 juin 2022, il est bloqué ici sur le rapport, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la prise en charge de cette extension du réseau des listes, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à la protection de ce dossier au nom et au compte de la commune. Vous avez le temps derrière. Je suppose qu'il n'y a pas de questions pour ce rapport 11. Il faut qu'on avance pour ces garages, de façon à ce que l'APM puisse ranger leurs véhicules à l'abri. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc unanimité. On passe au rapport numéro 12, un rapport habituel sur les façades. Oui, alors c'est la personne qui subventionne l'aide de la façade à Madame Ramoni Florence, 47 devant plus, dans le cadre du dispositif opération de façade centre-village. Donc, petit rappel, le dispositif de la hauteur de 40% pour le ravalement de la façade de la CGO et 40% pour les menuiseries, ça fait 500 €. Donc, Madame Ramoni a souhaité changer les volets qui sont bien situés, et elle a déjà fait la façade précédemment avec la façade. Le devis proposé a fait l'objet d'un accord auprès de l'architecte de l'opération de façade ainsi qu'auprès de l'architecte des bâtiments de France. Elle a obtenu en date du 9 mai 2022 la déclaration préalable pour la réalisation des travaux. Le montant du devis pour le changement des budgets s'élève à 9 980. Madame Ramoni peut bénéficier aussi du délai pour la façade à 1 347 €. Après la déclaration que le maire souligne le 22 juin 2022, il est proposé au membre du conseil municipal d'approuver le versement de la subvention de 347 € de la Ramoni Florence. En appui des réponses sur la subvention de l'opération de façade centre-ville sur le crédit immeuble au budget 2022 de la commune, section investissement, chapitre 204, compte de 20 422. D'autoriser Madame le maire à signer et effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, on passe au vote directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. C'est vrai qu'on ne peut que se féliciter des administrés qui utilisent ce dispositif. Le numéro 13 nous change un petit peu et c'est Zulika Lamalan qui va nous aborder un dispositif très intéressant. Merci. C'est bon, ça marche. Donc, bonsoir à tous. Donc, il s'agit là du permis du coup de course au permis de conduire. Donc, c'est le dispositif qui est déjà là sur le permis, que l'on va mettre en place ici. Donc, le permis de conduire constitue aujourd'hui un atout incontestable pour l'emploi, la formation des jeunes, l'insertion économique et sociale. Son obtention nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les communes. Pour favoriser l'accès des jeunes au permis de conduire, la commune de Lannemort a décidé de mettre en place un dispositif coup de pouce au permis de conduire. Cela se traduira par l'attribution d'une aide financière aux jeunes Lannemortais de 18 à 25 ans, résidant sur la commune depuis au moins 1 an et justifiant d'un projet professionnel ou d'une démarche d'insertion pour lequel l'extension d'un permis B est nécessaire. La participation de la commune est fixée à 700 € par candidat retenu. Chaque année, 2 sessions d'attribution seront organisées à hauteur de 10 candidats maximum par session. L'auto-école à vie, désireuse d'adhérer à ce dispositif, bénéficiera du versement direct de la part de la commune de la participation octroyée. Un groupe de pilotage composé des membres suivants seront chargés de travailler sur la mise en œuvre de ce dispositif et organisera les modalités techniques qui seront détaillées dans un règlement intérieur. Donc, il y aura moi-même en charge sociale, Madame Artero, présidente et vice-présidente du CCAS, Madame Colléno, conseillère municipale à l'emploi, Monsieur Pigné,
en charge du développement économique. Il y aura un conseiller municipal de chaque minorité, un référent de la mission locale du pays salonné, un membre jeunesse emploi, un président d'association sportive et un technicien du service d'accueil et de la protection. Les mêmes membres de ce groupe de pilotage constitueront la commission d'attribution qui étudiera les dossiers de candidature. Après l'avis de la commission des affaires institutionnelles du 21 juin 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la mise en place du dispositif, coup de pouce au permis de conduire et la création du groupe de pilotage, et ainsi d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à cette délibération. Et dire que les crédits sont inscrits au budget de la commune. Voilà. Alors, merci Zulika de ce travail. Hein, c'était vraiment partie du bilan social de la commune et de cette aide au permis de conduire qui est très intéressante d'un point de vue social hein, pour ce truc. Donc on propose un comité qui va travailler dessus. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être déjà, pour gagner du temps, qu'on dise qu'on ne procède pas au vote pour les conseillers minoritaires, etc., mais que vous ne désignez pour autant un de chaque groupe, si vous pouvez, ce qui permettra à Zulika de gagner du temps sur la Constitution. Elle n'aura plus qu'à contacter la mission locale, un membre jeunesse emploi, un président d'association sportive et un technicien. Donc si vous le voulez bien, ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite pour pouvoir mettre en place ce dispositif au plus vite dans l'intérêt des jeunes. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Donc pour la liste, première liste minoritaire, bon ben, Monsieur Platon, vous êtes désigné d'office. Hein? Et pour la liste de Monsieur Faro? C'est Paula. Très bien. Voilà. Donc du coup, on peut passer au vote de ce rapport? Oui? Pardon? Il y a... Oui, je voulais juste rajouter qu'on a commencé à l'aborder lors de la réunion des associations et ils ont pas mal d'idées pour recevoir ces jeunes. J'avais une précision, Zulika. Est-ce que ça intéresse que les associations sportives et non pas culturelles? Oui, parce que là, c'est marqué sportive. Ouais. Et ouais. Oui. Question de moi, Monsieur c'était Platon. alors juste une remarque. À Pélissan, ça existe depuis quelque temps, et en contrepartie, il y a 35 heures de bénévolat. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir du bénévolat en contrepartie. Et sinon, une remarque de détail, un groupe de pilotage composé des membres suivants sera chargé, pas seront chargés. C'est le groupe qui est chargé. En fait, le bénévolat est compris. Alors, ça sera la commission qui... Oui, j'imagine. Monsieur Sambin, vous aviez une remarque? oui, je me posais la question si le groupe qui était constitué maintenant allait avoir des critères sociaux ou des critères de revenus économiques ou de situation économique, ou si c'est premier arrivé, premier servi. Parce que et il y a quand même aussi un truc, c'est que les 700 € fois 10 maximum par année, ils vont aller aussi bon, c'est une entreprise mortelle, tant mieux, mais à une seule auto-école. Et il faudra voir les effets de bord que ça peut avoir, parce que suivant la situation économique des écoles, ben, on est bon ou on n'est pas bon au bout de 15 leçons ou 20 leçons pour passer le permis. Donc des fois, ils rajoutent un peu des leçons, et surtout quand on sait que ça va coûter 700 € de moins, ils vont peut-être avoir tendance aussi à facturer des leçons. Mais ça, c'est un autre problème. Mon vrai souci, c'est de savoir si c'est ceux qui en ont le plus besoin qui vont bénéficier de cette aide, ou si c'est ceux qui vont être les plus malins qui vont bénéficier de cette aide. Alors, première partie, donc effectivement, on n'a qu'une seule auto-école sur la commune qui prendra contact avec les jeunes.
Donc des rives, j'en verrai pas, je n'en vois pas. C'est une très bonne école, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle rajouterait des heures supplémentaires de jeunes pour pouvoir bénéficier de ces heures-là. Elle fait du très bon travail, on a de très bons retours de cette école, donc il n'y a pas de raison de ma part. Ensuite, deuxième partie de la question, les critères. Les critères. C'est pas première à arriver, mais ça va comme vous avez dit, c'est trop facile. Donc il y a quand même, ça reste des jeunes. On est au niveau social, donc ça présente d'une manière différente. Donc c'est plutôt au niveau de la motivation de nos jeunes. Effectivement, il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte, qu'on va pouvoir voir tout ça en comité de pilotage, et ce n'est pas que le côté financier, économique, comme vous disiez, mais plutôt l'accompagnement du jeune, sa motivation. On peut comparer un petit peu à un service civique. Voilà. Donc vous envisagez 35 heures de... Non, on est sur 50 heures, non pas 35 heures. Et ça se fait non seulement à Mélissa, mais aussi à Salon-de-Provence, à Carcassonne, ça se fait partout. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc c'est vrai que c'est déjà pensé, hein, Zulika a vraiment travaillé sur ce sujet en comparant avec d'autres. L'idée, c'est que quand même ce groupe de pilotage, après, soit nourri de tout le travail qu'a fait Zulika là-dessus. Bon, voilà, et puis après décide, et puis fasse le reste du cheminement pour ce jury. Ce groupe sera aussi jury et décidera de la motivation des jeunes, de l'engagement des associations, dans quelle association. Et voilà, ça a été parlé à la dernière réunion avec tous les présidents d'associations et aussi bien reçu, hein, Zulika est venue le présenter, bien reçu par les associations, c'est du donnant-donnant. La commune aide ces jeunes en difficulté, mais les jeunes aident et s'engagent et sont citoyens dans des associations, ce qui favorise aussi peut-être le bénévolat à venir. On sait qu'il est mis à mal dans les associations. Peut-être que c'est aussi une prise de conscience quand le jeune s'engage en association de cette poursuite à venir. Voilà. On l'a voté? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, vote à l'unanimité. Le 14, je présente le 14 qui est l'organisation des cycles et du temps de travail du personnel communal. Donc là, il faut savoir que c'est un gros travail qui a été réalisé par nos services, que ce soit les services RH ou le bâton de pèlerin qu'a pu prendre notre directrice générale des services pour un vrai dialogue social auprès du personnel. Donc c'est la loi du 6 août 2019. Il fallait un an pour mettre ces 1607 heures en place. On a demandé un petit peu de rallonge pour pouvoir justement faire ce dialogue social et le travailler sans accroc. Et nous sommes arrivés à un consensus puisque cette organisation des cycles du travail du personnel est passée en CT avec un avis favorable et nous avons travaillé auprès de chaque service avec les chefs de service de façon à voir comment ce temps de travail pouvait être ramené à 1607 heures. Alors je vous rassure, on était déjà assez bon sur la commune, hein. On n'avait pas trop d'écart là-dessus. Il a fallu quand même un petit peu réajuster et présenter, notamment par rapport à intégrer la journée de solidarité et des ponts qui étaient attribués. Et on a fait 2 propositions, mais je vous dis que clairement, toute la proposition, c'est plutôt la formule 2 qui a séduit tout le monde. Et en même temps, la formule 2, c'est 37h30 par semaine, qui fait 1710 heures année, avec des RTT de 15 jours. Donc, les tableaux que vous avez précisent le nombre de jours annuels, les repos hebdomadaires, les congés annuels qui sont de 25 jours, les jours fériés, donc ramène au nombre de jours travaillés, 228, rajoutant la journée de solidarité qui sera, on le précise après, sur une RTT, parce que là il y en a 15 moins une par rapport à cela,
Et ensuite, par service, les 5 jours, 37h30, les horaires, que ce soit le service administratif, le service technique, la police municipale, le service éducation. On est dans une harmonisation et vraiment dans une cohérence où tout le monde est sur la même durée de travail. Le service restauration, on a pris sa particularité puisqu'on a un cycle de travail annuel et 36 semaines scolaires avec 8 semaines hors période scolaire. Ce qu'on a pu, du coup, pareil, 1710 heures, mais plutôt annualisé, avec des temps de travail différents, parce que c'est vraiment une spécificité. C'est pratiquement le seul service qui travaille et ce qu'on appelle en restauration le coup de feu pour pouvoir sortir tous les repas en temps et en heure voulus avec le personnel qui sont. Donc après, il est précisé que la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte, sera un jour de RTT que les agents prendront. Jour de congé, d'aménagement, de réduction du temps de travail, c'est par rapport le tableau que vous avez, c'est par rapport aux 100%, 90, 80, jusqu'à 50%. Et ensuite, dans cette délibération, il faut préciser, bien sûr, du coup, les quotients de réduction, pareil pour les RTT selon le temps partiel. Les heures supplémentaires sont reprécisées là-dessus. Le compte épargne-temps, mais ça, c'est exactement ce qu'on avait voté. Et du coup, on adopte l'organisation des cycles et du temps de travail, après avis du comité technique du 14 juin 2022, après avis de la commission du personnel du 23 juin 2022. On adopte le règlement intérieur annexé que vous avez et on indique que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de la transmission de cette présente délibération au contrôle de la légalité. Voilà, une délibération un petit peu technique, mais en même temps très travaillée et qui a fait l'unanimité au niveau du personnel par rapport à ce dialogue social et cette approche par les cadres que je tiens à remercier parce que ça fait toujours du changement. Le changement fait toujours peur. Et ça a été assez, même très bien accepté, bien entendu, après débat quand même entre eux, et décision en CT unanime par rapport aux délégués. Voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre. Et sinon, on passera au vote. Bon, s'il n'y a pas de questions, on gagne du temps, on passe au vote direct. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de M. Faro et Ravasa. Donc, vote à la majorité. Et on passe au rapport suivant, qui est le dernier, le 15. C'est un rapport aussi dont on a l'habitude, sur la création des emplois permanents et non permanents. Alors là, c'est pareil, on avait dit qu'on n'a qu'un tableau à l'année. Par contre, chaque fois qu'on a des ajustements à faire, on passe une délibération pour que vous soyez informés. Alors attention, il n'y a aucune création de poste, il y a simplement des régularisations sur des contrats qui n'étaient pas... qui étaient sur du temps... comment on dit sur le temps... non, oui, les emplois sont sur les temps méridiens, mais c'était sur un accroissement d'activité, pardon, un peu fatigué en fin de journée. Et du coup, on passe cette délibération pour régulariser nos 5 emplois permanents d'animateurs sur le temps méridien, qui sont à raison de 9 heures hebdomadaires. Les 8 emplois permanents d'animateurs de cadre C aussi à raison de 8 heures, non pas en accroissement d'activité, mais en CDD de 9 heures. Ensuite, on fait des créations et des définitions d'emplois, des emplois permanents, puisqu'on sait qu'on a du temps méridien important et qu'on a aussi une création supplémentaire à Camille Claudel.
Donc un effectif qui grossit et des inscriptions à la restauration scolaire qui grossit aussi. Donc après, on a des créations d'emplois non permanents. Donc là aussi, ce sont des choses qui fonctionnent déjà, mais en tout cas, on crée un emploi permanent d'ATSEM au grade de catégorie C, puisque c'est quelque chose qu'il faut régulariser sur le tableau. On reprend les 5 emplois permanents et les 8 emplois permanents d'animateurs. Et les 3 emplois non permanents sont aussi sur la propreté et des locaux communaux, la surveillance des enfants et l'assistance à la préparation culinaire, avec l'entretien des locaux cuisine, qui sont aussi actuellement en poste sur des accroissements d'activité, mais qui sont des besoins qui sont déjà actuels sur la restauration. Voilà, donc il faut, c'est une délibération en fait de régularisation de ces créations, m'autoriser à faire toutes les démarches nécessaires à l'exécution et préciser que les crédits sont déjà inscrits au budget, puisque ce sont des choses qui sont déjà dans le fonctionnement actuel. Il n'y a pas de véritable révolution dans les emplois. Ce sont des emplois qui sont déjà effectifs pour le fonctionnement de la commune. Voilà, mais je peux répondre à toute question s'il y en a. Ça va? Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci à vous. Donc, il nous reste les décisions du maire s'il y a des questions. Après, quelques infos diverses. Je n'ai pas eu de questions écrites. Donc, il est 21h30. Donc, je propose qu'on aille vite, peut-être, sur les décisions du maire et les informations diverses. Est-ce qu'il y a sur la communication des décisions du maire, est-ce qu'il y a des observations ou des questionnements? Donc j'ai constaté que dans les décisions, il y avait un certain nombre de décisions d'Esther en justice. Je ne vais pas en citer les noms. J'ai simplement une requête de précision concernant l'ensemble des actions en justice en cours. Est-ce que vous pourriez donc nous préciser le déroulement de toutes les actions engagées tant en demande qu'en défense au nom de la commune, ainsi que les conséquences de ces actions, s'il vous plaît? Vous savez donc qu'en conseil municipal, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, et d'ailleurs c'est très bien, M. Farou, je vous remercie de ne pas avoir cité les noms d'Esther en justice désignés sur cette décision du maire, puisque nous ne pouvons parler que non pas au nom personnel des recours qui sont faits, mais au nom du général. Donc j'aurais simplement à vous faire une lecture, parce que je savais que la question serait posée à partir du moment où on avait 3 décisions d'Esther en justice dans ces décisions du maire, que la compétence pour Esther en justice et y représenter la commune est exercée par le maire, sur délégation du conseil municipal que vous m'avez donné. Et à ce titre, la rédaction des mémoires contentieux ou autres conclusions relève des pouvoirs propres du maire. Par ailleurs, les mémoires contentieux ont le caractère de documents juridictionnels au sens du Code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre ne sont pas communicables aux conseillers municipaux. Donc ça, c'est vraiment une jurisprudence et une question posée au ministère et au Sénat dernièrement. Et pour conclure au niveau juridique, le tableau de suivi des contentieux de l'urbanisme constitue un document de travail qui n'est pas communicable au sens droit de l'information fondée sur la qualité d'administré et ne fait pas l'objet d'une délibération portée au conseil municipal. Par contre, en tant que conseillers municipaux, vous êtes tout à fait à même d'en avoir connaissance et du tableau qui existe.
Et pour ne pas cristalliser que je ne veux pas faire de réponse, je n'en ferai pas en conseil municipal. Par contre, en commission d'urbanisme, nous pourrons aborder ces points-là avec le tableau, en effet, des défenses et des recours, voilà, pour que vous soyez informés de tout ce qui se passe sur la commune. Il n'y a aucun problème à ce dessus, mais ce n'est pas le lieu du conseil municipal, même si ces externes en justice apparaissent au niveau des décisions du maire. Juste. Alors je me suis un petit peu renseigné sur ça. Il y a une décision du tribunal administratif de Strasbourg dont je peux vous donner copie, qui date du 20 août 1997 et qui reprend mot pour mot la question que je viens de vous poser et qui confirme que vous êtes tout à fait en capacité de nous répondre en conseil municipal. Donc je tiens à disposition ce document pour le service juridique de la mairie et éventuellement pour une prochaine fois avoir le déroulé et plus précis de toutes ces actions. Je vous remercie. Travailler par nos services juridiques et conforter dans nos positions, je pense que c'est important et je vous fais cette proposition en commission urbanisme. Voilà, mais il appartient au maire d'apprécier librement d'y donner suite ou non. Donc je trouve que c'est un esprit d'ouverture pour la connaissance de tous les élus que vous êtes. Maintenant, transmettez votre analyse et nous la comparerons à la nôtre. Moi, j'ai deux petites questions pour ma culture personnelle. Tout à l'heure, on a voté la subvention de 4 000 € pour l'association des vélos. Et là, dans la première décision, il y a 5 000 € pour la convention de réalisation avec une association. Comment ça se fait qu'il y a des dépenses qui sont engagées avec une délibération et d'autres qui sont sur une décision du maire? Je voulais comprendre la différence qu'il y avait entre les deux dépenses, puisque même cette dépense, elle fait 1 000 € de plus que la précédente. Alors, en fait, toute la différence, c'est que c'est une convention. Et donc, la convention est de la décision du maire, l'attribution d'une subvention à une association et de la décision du conseil municipal. C'est juste la différence est là-dessus. C'est-à-dire que, voilà. Ah, mais alors, la convention, on peut aller très loin, du coup. Oui, dans certaines conventions, on peut en effet être sur d'autres sommes et d'autres hauteurs dessus. C'est simplement qu'est-ce qui me permet de faire et qu'est-ce qui doit passer en conseil municipal. La question c'est, est-ce que les 5 000 € étaient déjà prévus dans les subventions qu'on a votées dans le budget? Si c'est oui, ça n'empêche pas de passer une convention en décision du maire. Ce n'est pas une subvention, c'est une convention. Donc en fait, non, on n'a pas voté en subvention, mais c'est une convention pour travailler sur le PAT avec un engagement de la commune et on vous le donne en transparence dans les décisions du maire. En fait, c'est une convention afin d'accompagner à la formation les cuisinières de la cantine. Oui, c'est une prestation qu'on achète à... Ah, une assurance, oui. C'est pas une subvention. Oui, c'est ça. C'est une convention pour la formation du personnel. Et ma deuxième question, c'est les dépenses sur des études complémentaires pour la rénovation de l'église. On a la dépense de 100 000 € et la deux fois 8 000. 8 000 pour le marché du complément d'études et complément d'études pour la charpente pour l'électricité. Et dans les 100 000, ils ont été. Mais c'est pas 100 000, monsieur. Attendez, les études, c'est pas à ce niveau-là. Non, on a fait une première étude. Un cabinet d'ailleurs excellent qui nous a fait une présentation en 3 étapes. Possibilité de rénover. Non, on n'a pas fait le retour encore parce que justement, on a souhaité faire une étude complémentaire, celle-là, par rapport à ce qui retournait concernant la charpente. Donc, c'est simplement là-dessus un complément d'étude parce qu'ils ont décelé
une possible problématique au niveau de la charpente, ce que la deuxième étude sur la charpente d'ailleurs contredit par rapport au risque, hein, puisqu'on n'avait pas fermé l'église, hein, je ne voulais pas en arriver là, donc on a vraiment lancé l'étude de sécurité. On est toujours sur les études sur la sécurité, électrique et charpente, de façon à ne pas fermer l'église. Et puis maintenant, il va falloir qu'on fasse un choix et on le décidera, parce qu'on a en fait sur cette étude qui amène qu'est-ce qu'on fait sur l'église, des gros travaux à engager sur la charpente et la toiture, sur les façades extérieures et sur l'intérieur. Donc ce qu'on a dit qu'on allait engager rapidement puisqu'on a les subventions, c'est sur l'électricité et puis sur la toiture, la mise hors d'eau rapide. Après, clairement, on présentera toute l'étude de l'église parce qu'elle est très intéressante. Une église qui a un beau potentiel aussi, hein, une qualité architecturale et même à l'intérieur des éléments de patrimoine tout à fait pertinents, mais qui nécessite une grosse rénovation, hein, puisque je ne vais pas vous cacher qu'on est presque à 400 000 à chaque tranche. Donc 400 000 pour la toiture, 400 000 pour les façades et 400 000 pour l'intérieur. Donc clairement, un patrimoine à protéger parce qu'on est là, mais des subventions à aller chercher, parce que voilà, clairement il nous faudrait 1,5 million pour l'église, pour une rénovation à la perfection là-dessus. Donc pour le moment, on va aller sur la sécurité. Ouais. Ce qui en vient à rappeler ma demande systématique à chaque conseil municipal, quand on aura un tableau de suivi par sujet avec la situation, les dépenses engagées, etc. Parce que là, en posant la question sur les 2 fois 8 000 €, un peu plus pour eux, un peu moins pour l'autre, j'ai appris que vous aviez étudié la réponse sur la première étude qui était fort coûteuse et qui avait 3 tranches de 400 000 €. Mais dans l'avancement par rapport... C'était une question que j'avais posée il y a plus d'1 an, hein, sur les travaux de l'église, et après il y a une étude qui a été engagée. Mais dans le suivi, alors je dirais mensuel ou trimestriel de l'avancement entre les études, les dépenses engagées et tout ça, il n'y a pas de tableau de suivi par sujet. Et il en faudrait un, ça m'éviterait de poser des questions comme ça. Et ça m'éviterait de dire, et je le ferai jusqu'à la fin du mandat si j'y reste, hein, mais il faut des indicateurs et des tableaux de suivi, et pour l'instant on n'en a pas dans les comptes rendus, ni en commission d'ailleurs. Je vais vous rassurer parce que, en fait, pour aller chercher ces subventions, pour rénover notre patrimoine, déjà les études, elles nous permettent d'y voir clair et de poser, hein, ces tableaux-là à venir. Après, pour aller chercher un CDDA au niveau du département, on sera obligé aussi de travailler sur un plan pluriannuel et des priorisations. Donc, sachez, et je tiens à vous rassurer qu'on y travaille, mais en tout cas, il y aura toujours des priorités à faire. Et ces priorités, elles seront dépendantes de notre budget, qu'on doit maîtriser, qu'on doit mener en bon père de famille, tout en pensant à faire ces économies pour le fonctionnement, pour renvoyer dans l'investissement, et après engager les travaux. On a beaucoup de projets sur la commune. On a un axe sur le patrimoine, puisque là, on a engagé les études sur la maison Pontière, donc ça avance, sur la maison éclusière. Alors tiens, c'est une nouveauté, hein. On a trouvé les documents de la maison qu'on appelle ou par des 2 canaux ou martelière, etc. On a trouvé les documents du canot des Alpines qui appellent la maison, qui s'appelait la maison éclusière. Donc maintenant, on va l'appeler comme il faut, la maison éclusière. Voilà, c'est aussi du patrimoine. Et après, ensemble, on mettra des priorisations et en fonction de ce qu'on obtiendra en possibilité et notre possibilité de budget, et notre possibilité de subvention. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions du maire? Oui, Eric?
Oui, juste une petite précision concernant la dernière décision, puisqu'elle me concerne. Donc, cette décision, en fait, j'ai reçu donc un courrier de suppression des délégations. Et donc, j'ai une possibilité de contester cette décision et de faire un recours. Donc, j'utilise ce droit, tout simplement. Et je l'utilise d'autant plus que les conséquences de cette décision vont actuellement un petit peu au-delà de la simple suppression des délégations, puisque je suis maintenant, depuis quelques mois, je vais le dire franchement, interdit de participer à de nombreux groupes de travail et de commissions. Donc j'ai une absence d'information. Et je prends l'exemple de la délibération numéro 13 qu'on a votée tout à l'heure. Je l'ai votée, mais je ne peux pas participer ni au groupe, ni par l'intermédiaire des groupes minoritaires, parce que je ne suis pas dans ce groupe minoritaire, mais je ne suis plus dans le groupe majoritaire. Donc là, il y a un problème. Voilà. Je t'en ai déjà parlé et ça continue. C'est triste. Voilà, j'utiliserai mon droit de défense aussi. Et du coup, nous engagerons malheureusement sur ce propos-là de recours en défense là-dessus. Ça prendra le temps que ça voudra. Mais en tout cas, voilà, c'est une décision qui m'appartient hein, et qui a ses conséquences dont il faut maintenant que tu en assumes les difficultés que tu peux rencontrer. Mais en tout cas, j'ai toujours dit que c'était sur une base de confiance. Donc on ne va pas repartir dans un débat là-dessus. Tu fais un recours, je fais une défense. Et puis c'est clair pour tout le monde qu'on est maintenant sur un point judiciaire. C'est tout. Petite précision quand même, on est tous élus ici, j'ai été élu avec toi, on représente des citoyens. Cette décision de m'interdire l'accès à des groupes de travail divers et variés, c'est une sorte de déni de démocratie parce que je ne peux plus représenter les citoyens qui me posent des questions. Ça va au-delà largement d'un problème personnel. C'est un problème justement de participation à la démocratie. Là, il y a un réel problème. Ça va au-delà de mon cas perso, qui est anecdotique à la rigueur. Non, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Tu as les commissions municipales. Il n'y a que les commissions municipales dans lesquelles tu es nommé. Tu es aux finances, je pense, et au RH. Oui. Donc, c'est le départ depuis 2020 par rapport aux commissions municipales. Tout à fait. Les groupes de travail et le reste ne sont pas inclus dans ces commissions-là. Oui, mais avant, les groupes de majorité me faisaient un retour. Je n'ai plus de retour. Si des citoyens qui nous ont élus me posent des questions, je ne suis pas capable de leur répondre. Donc, je te signale, tu t'adresses pas à la confiance. C'est pas un problème de confiance. Tu t'adresses à un élu qui, tous les élus ici, t'es maire parce que les élus ont voté pour toi. Donc, il faut peut-être te rappeler de ça aussi. Donc, il y a un souci. Il y a un réel problème. D'interdire un élu d'accéder à des groupes de travail, c'est un problème. Voilà. Ce qui ne m'a pas empêché de voter la délibération numéro 13 quand même. Mais c'est quand même triste. On va clore le débat là-dessus, parce que de toute façon, on est en recours et en défense. Alors, en infos diverses. Alors, les infos diverses, c'est la cérémonie du 14 juillet à laquelle vous êtes bien entendu tous invités. Vous recevez par mail ces invitations. Le début des festivités, vous avez vu qu'on a sorti un petit agenda de l'été pour simplifier aussi le choix et les précisions des marchés nocturnes. Et commence demain le cinéma de plein air. Nous avons donc tout l'été des animations. On espère que ça tiendra par rapport au Covid. Malheureusement, on n'en est pas encore sorti. Ensuite, on a le prochain conseil municipal le 5 octobre. Donc, je voulais dire que du coup, entre-temps, il y aura quand même la fête du sport et le forum des associations réservé le samedi 10 septembre. Il y aura la journée du patrimoine le samedi 17 septembre. Puis ensuite, la fête votive de Saint-Michel du 23 au 26. Et puis l'Open de golf du 29 au 2. Donc c'est à peu près toutes les manifestations qui vont avoir lieu avant notre prochain conseil municipal. Il y aura la rentrée scolaire, bien sûr,
hein, le 1er septembre, avec la reprise de tout le monde. Et là, et la fête des moissons qui est dans l'agenda de l'été le 20 août. Voilà, concernant le prochain conseil du 5 octobre. Il est 10h moins 10. Je propose qu'on clôt ce conseil municipal, dernier conseil municipal, pour faire... Alors attendez, Monsieur Platon. Moi j'avais une douzaine de précisions. J'avais une douzaine de précisions sur les décisions du maire à demander. Donc je ferai un mail. Les détails. Voilà. Et puis bon, il y a quand même des questions diverses. Ça reste quelque chose. Oui, je sais, mais bon, on a 2 demi-heures de questions diverses à 10h moins 10. Alors, on essaie un peu de condenser pour les prochains, de façon à quand même conserver nos demi-heures de questions diverses. Mais là, je propose quand même qu'on cesse le conseil aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions écrites, faites-les dans les 5 jours avant le conseil. Par contre, je trouve que la qualité du conseil d'aujourd'hui a été exceptionnelle parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu, je crois qu'on s'est écouté, il y a eu peut-être un peu moins de mauvaise foi que d'habitude, donc c'est très bien. Je n'estime pas avoir changé d'attitude, mais si vous trouvez qu'il y a moins de mauvaise foi, c'est peut-être une ouverture. Merci.